Donc, je disais, l'objectif de cette présentation, c'est d'abord de bien comprendre la notion d'association statistique. Deuxièmement, c'est de décrire les méthodes qui sont utilisées lorsqu'on parle d'une étude d'association statistique et énoncer quelques tests statistiques qui sont couramment utilisés. Et je vais juste préciser que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est des choses qui souvent donnent beaucoup de tournis aux étudiants et parfois même aux encadreurs, alors que ce sont des choses relativement simples qu'il faut surtout comprendre et pouvoir les utiliser facilement. Donc, rappeler quelques éléments de ce que nous avons fait la dernière fois, en disant que le plan d'analyse statistique, c'est le squelette qui me permet de présenter l'ensemble des résultats de mon étude. Et le plan d'analyse statistique est présenté en sections et sous-sections qui correspondent aux objectifs spécifiques de l'étude. Ça, on a eu à le voir et à partager des exemples même de plan d'analyse statistique. Mon premier objectif, c'est la première partie de mon plan, c'est avoir des sous-types à l'intérieur. Et les tableaux doivent être développés en chiffres ou en majuscules. Le titre doit être exhaustif. Le titre écrit l'entièreté du contenu du les styles télégraphiques dans les titres. On devrait avoir un titre du genre tableau 1, âge et sexe. Ça, c'est pas un titre de tableau. Mais je peux avoir répartition de la population d'études en fonction des tranches d'âge et du sexe. Là, c'est un titre qui est plus complet et qui décrit mieux l'ensemble des contenus du tableau. Voilà. On a dit également qu'on pouvait avoir des tableaux ayant plusieurs variables, mais il fallait se rassurer que ces tableaux de description respectent de la présentation. Ça veut dire qu'ils sont très horizontaux et surtout que le tableau tient sur une seule page. Même quand on décrit dans le même tableau, on doit se rassurer que exactement sur une page et qu'il ne se bouge pas sur deux. Autre chose qu'on a dit concernant le plan d'analyse statistique, c'est que pour la statistique descriptive que nous avons vue la dernière fois, décrire une variable, c'est présenter les réponses obtenues chez les participants de manière synthétique, de manière brève, rapidement, ce qui est présenté. Les données cliniques de ma population d'études comme objectif de recherche, par exemple, ça veut dire pour chaque variable clinique que j'ai collectée, je vais présenter quelles sont les réponses que les individus m'ont données. Par exemple, on a l'antécédent d'hypertension artérielle qui est une variable clinique en termes de vie ou non. Décrire cette variable revient simplement, comme c'est une variable qualitative, à présenter les effectifs et les pourcentages des modalités de réponse. Donc, qui seront oui ou non ici. Donc, je vais faire un tableau des effectifs pourcentage avec antécédent d'hypertension, oui ou non, et j'aurai décrit cette variable-là. Et lorsqu'on a fait une variable quantitative, comme vous voyez là sur la diapositive, on va donner le minimum et le maximum des points. Dans tous les cas, lorsqu'on décrit une variable quantitative, c'est ces deux éléments qu'on doit donner. Ensuite, on doit donner soit la moyenne et les quartiles, soit la médiane et l'intervalle interquartile. Ou ici, en principe, on ne doit jamais présenter à la fois la moyenne et la médiane. Comme nous avons dit la dernière fois, ceci dépend de la distribution de la variable. Selon que la distribution est normale ou qu'elle est non normale ou encore asymétrique. Mais l'autre alternative pour les variables quantitatives, c'est les regrouper en catégories et de présenter ces variables comme les autres variables qualitatives. Ça veut dire avec effectif et pourcentage. Et là, ce sera dans un tableau de fréquence. Donc, voilà globalement comment on fait la description pour la première partie statistique descriptive et les principes qu'on a évoqués pour la notion de plan d'analyse statistique.
Donc, concernant ce que nous ferons aujourd'hui, le premier point, c'est de comprendre que signifie l'association statistique. Et ça, il faut pouvoir bien le cerner. Et lorsque nous travaillons souvent avec les étudiants, on s'amuse souvent à poser cette question. Lorsque je dis le facteur A est associé à l'événement B, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les gens auront d'emblée à présenter juste synonyme de ces mots-là. Par exemple, quelqu'un va dire, ah, ça veut dire que le facteur A influence la survenue de l'événement B. On va dire, le facteur A est lié à la survenue de l'événement B. On va dire, la présence de B dépend de A. Mais tout ça, ce sont des synonymes pour la notion d'association. Et lorsque je parle de définir notion, ça ne peut pas être de donner simplement des synonymes. La définition, c'est de dire, si je dis qu'il y a une association entre le facteur A et l'événement B, simplement dire que lorsqu'un individu a l'événement A, le facteur A, il a plus de chances de développer l'événement B que ceux qui n'ont pas A. Ça veut dire, les individus ayant le facteur A ont une plus grande probabilité d'avoir l'événement B que ceux qui n'ont pas A. C'est ce que l'association statistique signifie. Et on va voir à travers quelques exemples là. Si par exemple je dis, il y a une association entre l'âge de moins de 19 ans et la disproportion céphalopelvienne en gynécologie. Ça veut dire les patientes qui ont moins de 19 ans ont une probabilité plus élevée d'avoir une DCP au cours de l'accouchement que celles qui n'ont pas moins de 19 ans, c'est-à-dire que celles qui ont plus de 19 ans. Donc, lorsque je dis qu'il y a une association entre l'âge de moins de 19 ans et la DCP, ça veut dire avoir moins de 19 ans augmente les chances d'avoir une DCP comparée à celles qui ont plus de 19 ans, simplement. Si je dis un autre exemple, il y a une association entre la technique opératoire A et la survenue des infections du site opératoire, ça veut dire que les patients qu'on a opérés avec la technique A ont plus de chances d'avoir une infection du site opératoire que par exemple ceux qu'on a opérés avec une autre technique, la technique B. Et là, on dira qu'il y a association entre la technique A et l'infection du site opératoire. Ici, c'est de dire, si je liste simplement, les facteurs associés au décès des patients ayant un AVC sont sexe masculin, type hémorragique, score de Glasgow inférieur à 9. Ça veut littéralement dire, lorsqu'on est de sexe masculin, on a plus de chances de mourir que les personnes qui sont de sexe féminin. Ça veut dire, lorsqu'on a un type hémorragique, on a plus de chances de mourir que lorsqu'on a un type ischémique. Lorsque le Glasgow est inférieur à 9, on a plus de chances de mourir que lorsque le Glasgow est supérieur à 9, et etc. Donc, lorsqu'on parle de facteurs associés ou bien d'associations statistiques, ça veut simplement dire ceux qui ont ce facteur ont plus de chances d'avoir l'événement que ceux qui n'ont pas ce facteur-là. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce que l'association ne signifie pas, parce que ça, il faut bien le comprendre aussi. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites à ce niveau-là. Association ne veut pas dire cause. Association ne veut pas dire cause. Donc, lorsque je dis association entre un facteur A et un événement B, ça ne veut pas dire que le facteur A est la cause de l'événement B. Sur les exemples précédents, quand je dis association entre l'âge de moins de 19 ans et la disproportion céphalopelvienne, ça ne veut pas dire que moins de 19 ans, c'est la cause. Parce qu'on va bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un âge inférieur à 19 ans, mais qui n'auront pas de disproportion céphalopelvienne. Or, si c'était la cause, on aurait certainement, parce qu'il y a moins de 19 ans, une DCP après. Donc, si je dis association entre technique A et infection, ça ne veut pas dire que la technique A, c'est la cause de l'infection. On va voir dans les diapos qui suivent ce qu'il faut pour parler de la cause. L'association, c'est l'un des éléments qui intervient dans la définition. Et ce n'est pas le
seul élément qui peut parler de cause. D'autres facteurs qu'on doit avoir pour parler de la cause d'un événement. Deuxième erreur qu'on commet souvent, lorsqu'on dit association, ça ne veut pas forcément dire facteur déterminant, ou j'allais dire ici facteur prédictif, comme on le voit souvent. Parce que pour parler de facteur prédictif ou de facteur déterminant, en général, en plus de l'association statistique, il faut qu'on soit dans une étude de cohorte pour parler de prédictif, parce qu'on doit avoir une relation temporelle entre le facteur et la conséquence qu'on a. Or, je peux avoir dans une étude transversale des facteurs associés. Donc, pour parler de facteurs déterminants ou facteurs prédictifs, il faut être dans une étude de cohorte. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre comme synonyme d'association facteur prédit, facteur déterminant. Également, facteur associé est différent de facteur de risque. Pour parler de facteur de risque, en principe, il faut avoir calculé un risque relatif. Et là encore, on doit se trouver dans une étude de cohorte. Parce que dans les études transversales, par exemple, on ne calculera pas de risque relatif, mais plutôt un odds ratio qu'on va le voir vers la fin de la présentation. Et dans ce cas, c'est un peu risqué de parler de facteur de risque parce qu'on n'a pas calculé un risque relatif. Association n'est pas synonyme de corrélation. Parce que très souvent, les étudiants font cette confusion. Ils mettent un objectif, par exemple, rechercher la corrélation entre le niveau d'étude et le devenir du patient. Ça, c'est une mauvaise façon de dire. Parce que pour parler de corrélation, on doit avoir à faire l'association entre deux variables quantitatives. Et là, on doit pouvoir calculer un coefficient. Or, ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut le faire, comme on va le voir vers la fin. Donc, association n'est pas synonyme de corrélation. La corrélation, c'est juste une forme d'association lorsqu'on a affaire à deux variables quantitatives. Également, association ne veut pas forcément dire association significative. Ça, il faut bien le comprendre. On verra dans la suite ce que ça veut dire association significative. Mais très souvent, lorsqu'on dit à un étudiant il y a association, parfois c'est bien définir l'association par association significative. Or, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai. Il y a des associations qui sont non significatives, des associations qui sont significatives. Et ça aussi, on va le voir. Comment est-ce qu'on arrive à toutes ces conclusions-là? Et donc, j'ai tenu à présenter ceci pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on entend par la notion d'association. Et on peut souvent classer par ordre croissant de niveau de relation. On va dire l'association statistique, c'est le plus petit niveau. Donc, si je dis vraiment il y a un lien entre deux variables, le plus petit niveau, c'est une association statistique. Mais lorsqu'on monte, on peut avoir un facteur de risque. Là, ça veut dire que c'est une association, mais j'ai fait une étude de cohorte, j'ai calculé un risque relatif. C'est encore mieux. Et si on avance, on va avoir ce qu'on appelle la relation de causalité. Et là, pour dire que c'est une cause, donc, on va voir les critères qu'il faut remplir pour cela. Ce sont les critères dits de Hill, les critères pour parler de causalité. Et là, on a deux groupes de critères. Il y a les critères internes à l'étude qu'on a menée, il y a les critères externes à l'étude qu'on a menée. Le premier critère interne pour parler de cause, c'est la séquence temporelle. Ça veut dire, dans l'étude que je fais, je dois me rassurer que l'exposition vient avant la maladie. Je dois me rassurer que le facteur A dont je parle est arrivé avant le facteur B. Je prends l'exemple du tabac, qui aujourd'hui est reconnu comme une cause du cancer du poumon. Et là, la littérature nous montre que, au départ, le tabac était juste un facteur associé. Il y avait une association statistique entre le tabac et le cancer. Et c'est 20 ans plus tard qu'on a pu démontrer que le tabac était la cause du cancer. Parce qu'on a dû faire des études où on a pris des personnes qui étaient exposées au tabac et qui n'avaient pas de maladie. Et on les a suivis et on a vu la survenue de la maladie après. Et ça nous prouve que, effectivement, le tabac arrive. Donc, on a cette séquence temporelle-là. Ça, c'est le premier critère pour parler de causalité.
Deuxième chose, il faut avoir une forte association. Il faut que la force d'association soit élevée. On verra ça vers la fin aussi. En général, il faut avoir des risques relatifs de l'ordre de 4, 5, 6 pour estimer que justement ça peut être une cause. On doit avoir une relation de type dose-effet. Ça veut dire quoi? Les personnes qui sont les plus exposées doivent, d'après l'étude qu'on aura menée, de chances de développer la maladie que les personnes qui ne sont pas exposées. Par exemple, si on prend le cas du tabac, il faudrait que ceux qui ont un indice tabagique, par exemple, supérieur à 5, aient plus de chances d'avoir le cancer que les personnes avec un indice tabagique entre 3 et 5. C'est ça qu'on va appeler relation dose-effet. Donc, lorsque l'exposition augmente, les chances de développer la maladie augmentent aussi. Là, c'est une relation dose-effet. Également, il faut qu'il y ait une spécificité de la cause et l'effet. Ça veut dire que l'exposition doit exister sur presque tous les sujets atteints de la maladie. Il faudrait qu'on observe que la plupart de ceux qui ont le cancer ont été exposés à cette pour le cas que nous prenons. Et à partir d'ici, on peut déjà voir que il est abusif à partir d'une étude transversale qu'on fait, par exemple, chez quelques individus, comme ce soit le cas des tests, de conclure en causalité. Parce que très souvent, on n'a pas la relation temporelle quand c'est une étude transversale. Même dans l'étude 4 témoins, on n'a pas cette relation temporelle. Très souvent, on n'a pas la preuve de la relation dose et effet. On n'a pas cette spécificité-là. Les autres critères même qu'il faut vérifier, il y a la constance de l'association. Donc, il faudrait que, entre l'exposition et la maladie, plusieurs personnes aient trouvé cette relation-là à des époques différentes et dans des régions différentes ou encore dans des populations différentes. Il faudrait que, par exemple, si on prend le cas du tabac et du cancer, qu'on ait fait ça dans une décennie, la décennie d'après, on a observé la même chose, qu'on ait fait peut-être dans la population européenne, on a observé la même chose. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une constance de l'association, qu'on ait plusieurs études qui ont retrouvé cette association-là. On doit aussi avoir une plausibilité biologique. Ça veut dire qu'on doit avoir un mécanisme biologique qui peut expliquer cette relation-là. Par exemple, pour le tabac, on sait que la fumée du tabac contient certaines substances qui vont aller affecter le génome des cellules pulmonaires, plus précisément la partie du génome qui contrôle la mitose, la réplication des cellules. Et parce que ce génome est perturbé, les cellules vont commencer à se multiplier de manière anarchique et on aura le cancer. Donc, c'est parce qu'on a identifié ces molécules, on a pu montrer leur effet biologique sur les cellules et construire une théorie qui peut expliquer la survenue du cancer parce qu'on a pris le tabac. Et enfin, on doit voir une cohérence des résultats avec les connaissances générales. Ça va concerner les observations qu'on a en communauté, ça va concerner les autres études qu'on a menées, etc. Et c'est tous ces facteurs mis ensemble donc qui vont nous permettre de dire effectivement, il y a une relation de cause à effet entre tel facteur et tel autre événement. Et pour être honnête, en général, ceci va au-delà d'une étude de thèse qu'on va faire. Très souvent, c'est à un moment donné, quand on va rassembler l'ensemble des données qu'on a dans la littérature, qu'on va pouvoir vérifier chacun de ces critères, se rendre compte effectivement, on peut déjà parler de relation cause à effet entre tel facteur et telle autre conséquence. Ceci étant dit donc, allons revenir sur la notion d'association statistique pour voir à quoi ça sert de rechercher les associations dans la recherche en santé. Nous l'avons vu, le premier élément pour parler de cause, c'est qu'il y a une association statistique. Vraiment, si on n'a pas d'association, on ne peut même pas parler de cause. C'est pour ça que la recherche d'association en général, le premier élément pour les études étiologiques. Si par exemple, je me dis, OK, on a une nouvelle maladie, par exemple, les leucémies par exemple. Si je veux connaître quelles sont les causes de leucémie, je dois commencer par étudier les facteurs associés à la leucémie, parce que ce sera ça le point de départ pour à la fin rassembler une série d'éléments
afin de dire, OK, voilà les étiologies qu'on a retrouvées. Et la recherche d'association permet d'atteindre les objectifs du genre chercher les facteurs associés à, ou bien rechercher l'association entre X et Y, ou bien déterminer la corrélation entre X et Y, ou bien comparer les groupes A et B. Un exemple concret pour un étudiant qu'on amène cette année à la FMSP, comparer la fraction d'éjection ventriculaire entre les patients sous dolutegravir, qui est un antirétroviral récemment introduit dans la prise en charge, et l'efavirenz, qui est un vieil antirétroviral utilisé. Là, j'ai mis cet exemple pour qu'on puisse bien se rendre compte, parmi les objectifs spécifiques qu'on a dans son travail, qu'il y a certains qui rentrent justement dans cette méthode de recherche d'association. Ça peut être l'une des formulations que j'ai évoquées là, ou d'autres qui vont dans ce sens-là. Vraiment, mais il faut bien se dire, est-ce que parmi mes objectifs, j'ai certains objectifs qui font appel à la méthode de recherche d'association statistique. Et donc, si on a quelque chose comme ceci, ou quelque chose qui est semblable à ce qui est affiché sur la diapositive, tiens, là, j'aurais besoin des méthodes de recherche d'association statistique. Et pour qu'on comprenne le concept, on a une question qui est posée. Comment déterminer l'association? Et j'ai pris cet exemple à dessein avec une question qui est posée. Supposons qu'on ait une population d'individus ou de femmes, une population de femmes, dont l'ensemble de la population, comme on peut le voir ici, consomme du tabac. Et qu'on peut voir là, toute la population consomme du tabac. Dans cette population, on a 70% des femmes qui ont une grossesse extra-utérine. Ça veut dire que parmi les femmes tabagiques, 70% ont eu une grossesse extra-utérine. À votre avis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a association entre la consommation du tabac et la grossesse extra-utérine? En d'autres termes, vu qu'on a vu la définition au début, est-ce qu'on peut dire que la consommation du tabac augmente les chances de survenue d'une grossesse extra-utérine? Là, on va mettre d'abord de côté nos connaissances médicales qu'on a, c'est-à-dire que ce qu'on a appris à la fac. Et si on veut se baser simplement sur ce résultat-ci, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et là, j'invite chaque personne, pour ceux qui peuvent plus ou moins, à mettre une réponse dans la zone de commentaires là, pour qu'on voit un peu quelles sont les tendances des autres. Juste oui pour dire qu'il y a association, ou bien non, il n'y a pas, ou bien je ne sais pas, si vous pensez que ça ne suffit pas pour dire s'il y a une association ou pas. Donc, si vous pouvez mettre là juste oui ou non, ou je ne sais pas, voilà, et puis ça va nous permettre de voir un peu qu'est-ce que les uns et les autres pensent de cela. Voilà, donc je vois, il y a des oui, il y a des non, il y a des oui. Voilà, des oui, des oui, des oui, ok. Wow. Ok, déjà une personne qui dit on ne peut pas dire, quelqu'un d'autre qui dit oui, mais le reste, il reste insuffisant pour conclure à l'association. On peut classer dans on ne peut pas le dire. Très bien. Ce qu'on a là, c'est un exemple qu'on va retrouver très souvent. Et là, je le prends à dessein pour que ceux qui font une étude puissent bien se rendre compte des conclusions qu'ils peuvent tirer et des conclusions qu'on peut pas tirer là. Très bien. Donc, voilà, oui, enfin, j'ai déjà les réponses, certains oui, d'autres non, d'autres on ne peut pas le dire. Je vais montrer la diapositive suivante et on va pouvoir regarder ensemble si on peut continuer à donner la même réponse ou pas. La diapositive suivante, c'est celle-ci. On a maintenant pris, on a un groupe de femmes qui consomment du tabac, qui ne consomment pas du tabac. On voit que dans le groupe de ceux qui consomment du tabac, on a 110% utérine, c'est ce qu'on a là. Et parmi celles qui ne consomment pas, bizarrement, on a 85% qui ont une grossesse extra-utérine. Bon, vous convenez avec moi que ceux qui ont dit précédemment qu'il y avait une association se retrouvent un peu coincés là. Parce que finalement, parmi celles qui ne prennent pas du tabac, on a même plus de grossesse extra-utérine que parmi celles qui en consomment. Donc, ça veut déjà dire que la réponse qu'on a donnée pour la diapo précédente était un peu prématurée.
On ne peut pas, à partir d'une seule population, dire si il y a une association, dire si avoir un facteur augmente les chances de survenue d'un événement. Même si parmi les tabagiques, on a 70% qu'une grossesse extra-utérine, il convient avec vous que ce pourcentage est élevé. Mais il faut toujours prendre la peine de regarder de l'autre côté, de regarder parmi celles qui ne fument pas pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Si on avait eu également 70% de GEU chez celles qui ne fument pas, là, on va dire que consommer du tabac n'augmente pas les chances d'avoir une grossesse extra-utérine. Et c'est ça vraiment le contraire de la définition de l'association. Donc, si j'ai 70% chez celles qui fument, 70% chez celles qui ne fument pas, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'association. Parce que qu'on consomme du tabac ou qu'on n'en consomme pas, on aura la même chance d'avoir une grossesse extra-utérine. Par contre, ce que nous avons là dans l'exemple ici, celles qui consomment ont 70% de chances d'avoir une grossesse extra-utérine, mais celles qui ne prennent pas du tabac ont jusqu'à 85% de chances d'avoir une grossesse extra-utérine. Ça veut dire que, en réalité, consommer du tabac réduit même la probabilité d'avoir une grossesse extra-utérine. C'est également une forme d'association parce que ça modifie les chances d'avoir l'événement qu'on a. Donc, la bonne réponse est de dire on ne peut pas, sur la base de ce qu'on a ici, une conclusion quelconque. Un seul groupe ne suffit pas pour dire qu'il y a association ou pas. Je dois toujours avoir un élément de comparaison pour savoir donc est-ce que augmente les chances de subir l'événement ou réduit ces chances-là. Et là, j'attire l'attention de ceux qui font une étude sur une pathologie et qui ont pour objectif identifier les facteurs associés à cette pathologie-là. D'un point de vue d'association statistique, ça, ce n'est pas possible. Un exemple que j'ai eu l'an dernier avec les gens avec qui je travaillais, qui voulaient savoir quels sont les facteurs associés à la survenue des hémorragies digestives hautes chez les patients âgés de plus de 60 ans. Facteurs associés aux hémorragies digestives hautes chez les patients âgés de plus de 60 ans. Elle a recruté près de 200 patients admis à l'hôpital pour hémorragie digestive haute. Et lorsqu'elle voyait chez ces patients, par exemple, que 55% de ces patients consomment souvent de l'alcool, elle concluait que consommer l'alcool est un facteur associé à l'hémorragie digestive haute, ce qui est clairement faux. Parce qu'on ne peut pas se limiter à un seul groupe pour parler des facteurs associés à un événement. Je prends tous les exemples pour que vous compreniez bien, vous puissiez donc, à partir de ce que vous avez à faire comme étude, regardez est-ce que je peux véritablement, de ma population d'études que j'ai recrutée, étudier une association. Et je vais distinguer ceci de décrire les facteurs associés qui sont connus. Et là, on rentre purement dans la statistique descriptive qui n'a rien à voir avec l'étude d'association. Par exemple, il a été démontré que la consommation d'AINS est un facteur associé aux hémorragies digestives. Peut-être même que ça a déjà atteint le niveau de la causalité. Donc, je peux prendre 150 patients avec hémorragie digestive haute. Je décide de faire la statistique descriptive des facteurs de risque chez eux. Donc, je vais dire sur mes 150 patients, quel pourcentage a consommé des AINS? Peut-être 70%, peut-être 20% ou n'importe quoi. Mais ça, ce n'est pas une étude d'association. C'est vraiment une statistique descriptive de ce qui a été décrit et qui est connu comme facteur associé. Donc, lorsqu'on veut faire une étude d'association, là, j'ai pris ces exemples pour que vous compreniez bien la nuance qu'il y a derrière et la différence. Comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là? Lorsque donc on veut faire une étude d'association, la première étape, c'est de déterminer clairement ce qu'on appelle l'exposition ou la variable indépendante ou la variable de départ et la maladie qui est la variable d'arrivée ou la variable dépendante. Et pour cela, c'est très simple. Je vais poser la question de recherche en utilisant le verbe dépend de. On a un exemple là. Est-ce que la voie d'accouchement dépend du tabagisme ou dépend de l'âge de la patiente ou dépend de la gravidité ou dépend des comorbidités, etc. Et là, on voit bien que lorsqu'on pose cette question-là, la variable qui vient avec le verbe, ici, c'est la variable dépendante, qu'on va encore appeler la maladie.
qu'on va encore appeler le outcome. Et la variable qui vient après le verbe dépend de, c'est la variable indépendante, qu'on va encore appeler l'exposition. Il faut noter que dans la même étude, on peut avoir une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes, comme l'exemple que j'ai ici. Ça peut être une étude sur déterminant de la survenue de la césarienne dans un hôpital, ou bien déterminant du choix de la voie d'accouchement dans un hôpital. Et donc, le but sera de voir quels sont les facteurs qui influencent la voie d'accouchement, selon que c'est une césarienne ou un accouchement par voie basse. Ce que je peux avoir une pléthore de facteurs à vérifier. Peut-être que le tabagisme influence, peut-être l'âge de la patiente, peut-être la gravidité, peut-être les comorbidités telles que la prééclampsie et tout le reste. Donc, dans ce cas, j'ai une variable dépendante, un outcome qui est la voie d'accouchement, et j'ai de nombreuses variables indépendantes dont j'aurai l'occasion de vérifier si elles influencent ou non la voie d'accouchement. Également, on peut avoir une seule exposition et plusieurs variables dépendantes. Par exemple, j'ai pris le cas tout à l'heure d'une étude où on veut comparer les effets du dolutegravir à l'efavirenz. Là, on a une seule exposition qui est le type de traitement de dolutegravir, mais je peux comparer plusieurs outcomes. La fraction d'éjection, le rapport E sur A, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'indice de masse corporelle, etc. Et mes questions de recherche seront, par exemple, est-ce que l'indice de masse corporelle dépend du type de traitement? Est-ce que la pression artérielle dépend du type de traitement? Est-ce que la fraction d'éjection dépend du type de traitement? Là, on voit bien que j'ai plusieurs variables dépendantes et j'ai plusieurs variables dépendantes et j'ai une seule variable indépendante qui est le type de traitement dans ce cas-là. Et selon les études qu'on fait, voilà, on peut avoir l'un ou l'autre des cas. Mais vraiment, il n'est pas possible d'avoir plusieurs variables dépendantes et plusieurs variables indépendantes. Sinon, on se trouve dans un mélange qui, à la fin, va nous perdre dans cette affaire. Donc, pour tous ceux qui ont une étude avec des objectifs qui portent sur l'étude d'association, il faut pouvoir dire clairement quelle est ou quelles sont mes variables dépendantes, les outcomes que j'étudie, quelle est ou quelles sont mes variables indépendantes dans les expositions que j'étudie. Et là, je vais préciser que la notion d'exposition et de maladie, le terme maladie ici, en fait, ne renvoie pas forcément à un état pathologique, mais c'est un terme qui est consacré en épidémiologie ou en recherche pour parler de la conséquence d'exposition. L'exemple que j'ai ici, lorsque je dis association entre l'accouchement et prééclampsie, il est clair que s'il fallait voir c'est quoi l'état pathologique, c'est la prééclampsie qui serait la maladie. Mais parce que dans le sens de la relation que j'étudie, je veux savoir si la voie d'accouchement dépend de la prééclampsie. La voie d'accouchement sera considérée comme la maladie ou comme la variable dépendante. La prééclampsie, qui bien que état pathologique, sera considérée ici comme l'exposition ou comme la variable de départ. Donc, lorsqu'on veut déterminer s'il y a une association entre deux variables, ou dans une étude où on a un objectif qui porte sur l'association, on doit pouvoir faire, même si c'est au brouillon, une liste de là où les variables dépendantes, là où les variables indépendantes dont on étudie la relation. La deuxième étape qui vient après, c'est identifier clairement le type de chaque variable. Est-ce que ce sont des variables qualitatives ou des variables quantitatives? Et ça, on l'a vu la dernière fois, je peux juste le rappeler. Les variables quantitatives sont celles qu'on peut compter ou mesurer, variables quantitatives. Et on a vu que ces variables-là ont la particularité d'avoir un rapport de proportionnalité. Par exemple, le nombre d'accouchements à terme, c'est une variable quantitative. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Et si une femme a 8 accouchements, c'est le double de 4 accouchements. Les variables qualitatives, quant à elles, décrivent un état. Ni les compter, ni les mesurer. Ça, c'est les variables qualitatives. Par exemple, la voie d'accouchement, par exemple, le tabagisme, oui ou non, etc. Donc, quand j'ai fait la liste de mes variables dépendantes et indépendantes,
je dois pouvoir dire quel est le type de chaque variable. On a 3 cas de figure possibles. Je peux avoir affaire à 2 variables qualitatives, le plus fréquent qu'on a. Par exemple, voie d'accouchement et tabagisme. C'est voie d'accouchement, oui ou césarienne ou voie basse, c'est une variable qualitative. Tabagisme, oui ou non, c'est une variable qualitative. Deuxième cas de figure, l'une des variables peut être qualitative et l'autre est quantitative. Par exemple, association entre la voie d'accouchement, qui est une variable qualitative, et l'âge de la patiente, qui est une variable quantitative. Et on voit bien que dans ces 2 cas, ma variable dépendante, c'est la voie d'accouchement, elle est qualitative. Ma variable indépendante, c'est tabagisme pour le premier cas, âge de la patiente pour le deuxième cas. Troisième cas de figure, on peut avoir affaire à 2 variables quantitatives. Par exemple, association entre la durée d'hospitalisation et l'âge de la patiente. Durée d'hospitalisation, c'est une variable quantitative parce qu'on peut compter. Âge de la patiente, c'est quantitatif parce qu'on peut également compter. Une fois que j'ai déterminé les types de mes variables dont je veux voir l'association, dans les différents cas. Premier cas, on a affaire à 2 variables qualitatives. Et là, j'ai bien précisé, à noter bien, il vaut mieux mettre la variable dépendante en variable qualitative binaire. Binaire, ça veut simplement dire une variable qui a 2 modalités de réponse. On peut voir ici, j'ai ma variable de venir du patient et l'option vivante, qualitative binaire. Je le dis parce que même si on a une variable dépendante qui est qualitative à plusieurs modalités de réponse, par exemple, on a les variables comme le niveau de satisfaction, qu'on peut souvent classer en 4. La satisfaction est très bonne, elle est moyenne ou elle est mauvaise. Et je veux voir les facteurs associés au niveau de satisfaction. Par exemple, il n'est pas intéressant de mettre les 4 modalités de réponse ici. Parce que lorsqu'on le fait, on aura mal à pouvoir interpréter les résultats à la fin. En général, il vaut mieux convertir ça en 2 catégories. Par exemple, je peux mettre une catégorie que je vais appeler une bonne satisfaction, qui va regrouper les 2 premières catégories, très bonne et bonne. Une catégorie que je vais appeler mauvaise satisfaction, qui va regrouper les catégories moyennes et mauvaises. Ça, c'est une possibilité. Mais il faut toujours se rassurer que la variable dépendante qu'on a, on va la remettre en 2 modalités de réponse. Étude d'association, donc on va faire un tableau de contingence comme ce ici. Et le tableau de contingence, c'est un tableau à double entrée. C'est un tableau où on a une variable en colonne et une autre variable en ligne. En colonne, par exemple, ici, j'ai ma variable dépendante décédé vivant. En ligne, j'ai le sexe masculin féminin. Et ça, c'est un tableau qui veut voir si une association entre le sexe et le devenir du patient. Par exemple, ça qu'on appelle un tableau de contingence. Lorsque donc j'ai fait ce tableau de contingence, la prochaine étape sera de calculer le pourcentage de survenue de l'événement dans chaque groupe. Pourcentage de survenue de l'événement dans chaque groupe. Pour notre exemple, on va voir l'association entre le sexe et le devenir du patient. Pour le sexe masculin, je constate qu'on a 60% de décès et 40% de vivants. Pour le sexe féminin, j'ai 20% de décès et 80% de vivants. Et donc, on peut bien se rendre compte de ce que, lorsqu'on est de sexe masculin, la probabilité de mourir dans ma population d'études, c'est 60%. Lorsqu'on est de sexe féminin, la probabilité de mourir, c'est 20%. Donc, on va dire qu'il y a une association entre le sexe masculin et le décès du patient. Parce que le sexe masculin augmente les chances de mourir chez le patient. Et on a bien mis en remarque qu'il y a au total 50 hommes et 150 femmes. Et je vais préciser ici, et qu'on le note bien en rouge, c'est que la différence d'effectifs entre 2 groupes, je vais noter ici par exemple, donc la différence d'effectifs n'empêche pas une étude d'association.
très important à pouvoir noter. Les effectifs sont différents entre deux groupes. Bon, malheureusement, il y a certains patrons ou certaines personnes qui pensent que si je veux comparer deux groupes, il faut forcément que le même effectif. Non. Et c'est ça la notion de pourcentage. Pourcentage veut dire pour 100 personnes. Donc, quand je calcule le pourcentage, c'est comme si je ramenais tous les effectifs à 100. Ici, 60%, par exemple, veut dire, si j'avais 100 personnes de sexe masculin, je m'attendrais à avoir 60 décès. Et 20%, si j'avais 100 personnes de sexe féminin, je m'attendrais à avoir 20 décès. Donc, en réalité, comparer les pourcentages revient à travailler comme si j'avais deux populations de taille égale. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait une étude, il faut comparer les pourcentages entre les groupes et non pas les effectifs. Parce que vous voyez bien que si on devait comparer les effectifs ici, il y a une différence. J'ai 30 décès ici, j'ai 30 décès là. Mais ce sont les pourcentages qui nous renseignent sur la différence et qui nous permettent donc de dire effectivement, il y a une différence entre les hommes et les femmes en matière de pronostic. Et donc, je vais dire, il y a association entre le sexe du patient et le devenir. Si mon objectif, c'était de rechercher des facteurs associés au devenir, là, j'ai déjà identifié un facteur associé, qui est le sexe, parce que j'ai une différence sur l'événement entre ces deux groupes-là. Je vous fais remarquer ici que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de la valeur P. Pourtant, on a déjà pu conclure qu'il y a association. C'est pour ça que j'ai dit au départ, dire qu'il y a association ne veut pas dire qu'il y a association significative. Il y a bien des associations qui ne sont pas significatives. La valeur P sert à toute autre chose. Donc, on peut avoir une association sans forcément de significativité. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a affaire à une variable qualitative et une variable quantitative. On a pris plus d'exemples tout à l'heure, par exemple, âge de la patiente et voie d'accouchement. Ici, pour utiliser l'association, il faut faire un tableau avec les groupes de la variable qualitative. Si j'ai peut-être voie d'accouchement, j'aurai un tableau avec césarienne d'une part et voie basse d'autre part. Ensuite, je vais calculer la tendance centrale adaptée pour chacun des groupes de la variable qualitative, soit la moyenne, soit la médiane, selon la distribution qu'on a. Et je vais comparer ces paramètres entre les groupes de la variable qualitative. C'est comme ça qu'on fait l'étude d'association quand il y a une variable quantitative et une variable qualitative. Donc, on a ici, venir du patient et revenu mensuel. Ici, la variable qualitative que j'ai devenue en termes de décédés et vivants. La variable quantitative, c'est le revenu mensuel, qui est une valeur qu'on peut compter, par exemple. Et donc, si je veux voir l'association entre les deux, première chose, je divise ma population en deux groupes. Et d'un côté, ici, premier groupe de la variable qualitative, de côté des personnes vivantes, deuxième groupe de la variable quantitative. Et je vais donc prendre ma variable quantitative, qui est le revenu mensuel, comparer, ici j'ai mis la médiane, parce qu'en général, le revenu n'a pas une distribution normale. Donc, je vais comparer la médiane et l'intervalle interquartile entre ces deux populations-là. Bon, pour ceux qui ne se rappellent pas très bien, ils peuvent revoir le cours qu'on a fait la dernière fois sur les notions de quartile et de l'intervalle interquartile. Voilà. Si par exemple ici, parmi les personnes décédées, j'ai un revenu mensuel médian, je vais mettre par exemple à 65 000 francs. Et les personnes vivantes, un revenu mensuel médian ici de 110 000 francs. Vous conviendrez avec moi que les personnes vivantes ont un revenu mensuel qui est dans l'ensemble plus élevé que les personnes qui sont décédées. Ça veut donc dire qu'il y a une association entre le revenu mensuel et la suivi du patient, dans le sens où avoir un revenu mensuel élevé augmente les chances de suivi de la personne. C'est ce que mon étude ici me dit. Si je prends deux individus, l'un qui a un revenu de 200 000 francs, l'autre un revenu de 50 000,
Je peux dire que celui qui a 200 000 francs a plus de chances d'être dans le groupe des vivants. Celui qui a 50 000 francs a plus de chances d'être dans le groupe des décédés. Il y a une association entre ces deux populations. Si par contre vous avez eu ici également un revenu de 65 000 francs, je dirais qu'il n'y a pas d'association. Parce qu'on a la même valeur médiane chez les décédés et chez les vivants. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, il n'y a pas d'association entre le revenu mensuel et la suivi du patient. Donc, en synthèse, c'est de dire quand j'ai une variable qualitative et une quantitative, l'étude d'association va se faire en répartissant ma population suivant les groupes de ma variable qualitative. Ici, c'est décédés et vivants. En calculant la tendance centrale qui est adaptée dans chacun de ces groupes pour la variable quantitative. Ça peut être la moyenne, ça peut être la médiane selon la distribution. Et je compare donc la tendance centrale entre ces deux groupes. Si oui ou non, il y a une association entre les deux variables que j'étudie. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque j'ai affaire à deux variables quantitatives. Ici, on va faire un nuage de points. Là, on ne va plus faire un tableau parce qu'en réalité, on ne peut pas faire un tableau avec deux variables quantitatives. On va faire un nuage de points et on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Là, la notion de corrélation dont on a parlé au début revient. Quand j'ai deux variables quantitatives, comme on a ici variable 1, variable 2, aurait pu être par exemple l'âge de la patiente et durée d'hospitalisation, par exemple. Le nuage de points, ça montre par exemple que lorsque, si je suppose, comme je l'ai dit ici, c'est l'âge de la patiente, c'est l'âge, si j'ai le revenu. Lorsque l'âge de la patiente augmente, c'est pour ça que les pointillés vont dans ce sens aussi. Celles qui ont un âge élevé ici ont aussi un revenu mensuel plus élevé ou durée d'hospitalisation. Un âge plus faible ont un revenu plus faible également. Il y a une association. Il y en a une certaine façon d'interpréter le coefficient de corrélation qu'on pourra voir lors des prochaines sessions. Toujours est-il que quand j'ai deux variables quantitatives dont je veux étudier l'association, je vais utiliser le nuage de points et le coefficient de corrélation. Voilà donc les trois cas de figure qu'on a lorsqu'on veut faire une étude d'association. Et vous vous dites bien que quand j'ai une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes, comme c'est très souvent le cas, la variable indépendante que j'ai est de toute nature. Ça veut dire parmi mes variables indépendantes, certaines qui sont quantitatives, d'autres qui sont qualitatives. Et il faudra bien étudier l'association entre ma variable dépendante et toutes ces variables indépendantes-là. Je vais pouvoir utiliser chacune de ces méthodes selon les cas. Par exemple, si je veux voir facteurs associés à la voie d'accouchement, quand j'aurai une variable qualitative, comme par exemple antécédent d'HTA, je vais faire un tableau de contingence avec césarienne, voie basse et HTA oui ou non. Quand j'aurai une variable quantitative, par exemple, nombre de CPN réalisés, je vais utiliser la médiane et l'intervalle indicatif ou bien la moyenne indicative si la distribution de la variable n'est pas normale. Je veux dire, médiane, ce n'est pas normal ou moyenne si elle est normale. Et donc, dans le même plan d'analyse, je peux faire appel à toutes ces méthodes d'association selon la nature de mes variables. Et c'est pour ça que c'est crucial au départ de bien distinguer la nature des variables dépendantes et des variables indépendantes. Et un autre point que je n'ai pas dit ici, mais qu'il faut noter également, c'est que lorsque j'ai affaire aux variables quantitatives, on l'a vu la dernière fois, la possibilité de décrire les quantitatives en catégories. Par exemple, si ici j'avais affaire à la variable âge de la patiente, bien âge du patient, je peux mettre en deux catégories. Je peux par exemple mettre en âge inférieur à 50 ans et puis l'âge supérieur à 50 ans. Comme ce qu'on a là, voilà, supérieur à 50. Et je vais traiter cette variable, une variable qualitative, dont l'association va se faire aussi dans un tableau de contingence où j'ai en ligne la variable quantitative mise en catégorie et en colonne ma variable dépendante. Donc, ça veut dire que pour les variables quantitatives, on a le choix
entre présenter le tableau d'association sous cette forme-ci, où j'ai mis ma variable quantitative en catégorie, donc je la traite comme une variable qualitative où je vais calculer les effectifs et les pourcentages. Alors, je peux plutôt utiliser cette autre présentation-ci où je garde ma variable quantitative suivant la variable quantitative elle-même, j'écris plutôt la tendance centrale et la dispersion. Très honnêtement, il n'est pas intelligent de faire les deux à la fois parce que souvent, ça donne l'impression qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on cherche. Il vaut mieux souvent choisir l'une ou l'autre des méthodes pour présenter l'association entre ces variables quantitatives et les variables qualitatives. On peut aussi imaginer que c'est pareil. Si j'ai deux variables quantitatives, je peux mettre toutes les deux variables en catégorie. Et je reviens donc au tableau où j'ai comme deux variables qualitatives et j'étudie l'association entre ces deux variables. Ça, c'est pour la notion d'association. Dire qu'il y a association veut simplement dire les champs de suivi de l'événement sont différents selon les groupes. Maintenant, parlons donc de la notion de probabilité ou la notion de chance, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et là, il y a ce petit rappel que je fais sur la notion de probabilité, que je suis certain que chacun d'entre nous a entendu parler de ça au moins une fois, ou peut-être parler de ça au moins une fois lorsqu'on est au secondaire et tout le reste. Mais on ne va pas rentrer dans les notions compliquées de mathématiques, ça rassurez-vous, c'est vraiment des choses simples. Lorsqu'on dit probabilité, il s'agit des chances de survenue d'un événement. C'est ça qu'on appelle la probabilité. Et on sait que la probabilité varie entre 0 et 1. Lorsqu'elle est de 0, ça veut dire qu'il est impossible que l'événement survienne. Lorsque la probabilité est de 1, ça veut dire que je suis certain que l'événement va survenir. On va parler d'événement impossible à 0. Ça signifie quoi? Si je dis la probabilité qu'il y ait un enseignant en classe demain, c'est 0. On dit possible qu'il y ait un enseignant en classe demain. C'est une probabilité de 0. Si la probabilité qu'il y ait un enseignant en classe demain, c'est 1, ça veut dire que je suis certain qu'il y aura un enseignant en classe demain. Voilà, c'est ça la notion de probabilité égale à 0, événement impossible, égale à 1, événement certain. Ça, il faut le retenir, le garder à l'esprit parce qu'on en aura besoin pour parler de la notion de significativité lorsqu'on fait une étude d'association. Premier point, il faut dire que une différence observée peut être liée au hasard. C'est possible. Je prends cet exemple toujours sur la participation de données d'un patient. Imaginons une étude où on a dans un hôpital 400 lits, avec 200 lits où on a collé un papier rouge et 200 lits où on a collé un papier bleu. Donc, j'ai la couleur rouge et la couleur bleue sur les lits. Et on étudie donc le décès des patients dans ces deux groupes-là, les patients sur les lits rouges et les patients sur les lits bleus. Et on se rend compte que, allant des pourcentages, c'est ça qu'il faut comparer, 35% de décès pour les patients sur les lits rouges et 33% de décès pour les patients sur les lits bleus. Et là, si on regarde la chose de près, il est quasiment certain que la couleur du lit ne peut pas influencer le décès du patient. Je pense qu'il n'y aura aucun moyen physiopathologique qui puisse expliquer cela. Donc, la seule explication que je peux donner à cette différence, c'est que la différence est liée au hasard. C'est vraiment par hasard que j'ai plus de décès sur le lit rouge comparé au lit bleu, parce que je sais qu'il n'y a aucun moyen pour expliquer le fait que la couleur du lit puisse influencer le décès du patient. Donc, ça veut dire que lorsque j'observe une différence de groupe, lorsque j'observe une association, je dois me dire qu'il est possible que cette différence-là soit le fait du hasard. Et donc, la question va se poser maintenant à chaque fois qu'on a une différence. Est-ce que c'est le fait du hasard ou est-ce que c'est lié à ma variable elle-même? Pour le cas de la couleur du lit, je pense que c'est pratiquement évident. On peut être presque certain en disant que vraiment, c'est la couleur du lit qui a influencé le décès. Et l'autre chose qui me rassure, c'est que je crois que si on recommence la même étude avec 200 personnes sur le lit, il est possible qu'à la fois, il y
on va trancher la possibilité que ce soit lié au hasard, le fait que ce ne soit pas lié au hasard. Bon, je reviens d'abord pour voir ce que ça peut donner comme implication. Par exemple, quand j'ai observé ici une différence entre le sexe masculin et le sexe féminin en termes de suivi des patients, une question va se poser. Est-ce que cette différence que je vois est liée au hasard ou est-ce que c'est dû au sexe? Est-ce que c'est vraiment à cause du sexe masculin? Est-ce que c'est vraiment le sexe masculin qui a augmenté les chances de décès ou est-ce que c'est par hasard que j'ai eu plus de décès dans le sexe masculin comparé au sexe féminin? En d'autres termes, est-ce que si je reprends l'étude plusieurs fois, à chaque fois, j'aurai toujours plus de décès dans le sexe masculin comparé au sexe féminin? Parce que si je reprends, tantôt c'est le sexe féminin qui a plus de décès, tantôt c'est le sexe masculin, ça veut dire que ce que j'ai observé la première fois, c'était le fait du hasard. Mais si je reprends et à chaque fois que je reprends, j'ai toujours plus de décès chez les hommes comparé aux femmes, ça veut dire que le sexe masculin augmente vraiment les chances de survenue du décès. Mais on n'aura pas souvent la possibilité de faire l'étude plusieurs fois pour arriver à cette conclusion-là. C'est ça que d'un point de vue mathématique, donc, définir un paramètre qui est appelé la valeur P. La valeur P, en anglais, p-value. La valeur P, c'est la probabilité que la différence observée entre les deux groupes soit le fait du hasard. On a vu la notion de probabilité quelques diapos plus tôt. C'est le temps de survenue d'un événement. Ce sont les chances que le fait qu'on ait eu plus d'événements dans un groupe par rapport à l'autre soit simplement le fait du hasard et que ça n'ait rien à voir avec la variable elle-même. Vraiment, ça veut dire ici par rapport au sexe, la valeur P, c'est la probabilité que on a observé ici entre les deux groupes soit le fait du hasard. Ça veut dire quelles sont les chances que le fait qu'on ait plus de décès dans ce groupe par rapport à celui-ci soit simplement par hasard et que ça n'ait rien à voir avec le sexe du patient. Ça, on va appeler donc la valeur P. P ici renvoie à probabilité. Qu'est-ce qu'on utilise donc? Lorsque cette probabilité-là est en moins de 0,05, considérez que c'est si la probabilité était de 0, c'est-à-dire l'événement est impossible. Et on va dire, il est très peu probable que la différence soit le fait du hasard. J'allais dire, il est impossible que la différence qu'on a vue là soit le fait du hasard. Et donc, on va considérer que la variable indépendante est réellement associée. On va considérer que la différence est réellement due à cette variable indépendante. Et là, on va parler d'une association significative. De l'autre côté, si la valeur P, cette probabilité est supérieure ou égale à 0,5, on va considérer que c'est comme si c'est 1. Donc, il est certain, c'est un événement certain, il est certain que la différence, c'est le fait du hasard. Et là, on va considérer que ce qu'on a observé là, ce n'était pas lié à la variable indépendante, mais du hasard. Et donc, on va dire que la situation est non significative. Et je précise bien, ici, on n'a pas dit il n'y a pas d'association, mais on dit il y a une association, juste qu'elle n'est pas significative. En d'autres termes, il y a une association, mais nous pensons que cette association-là, c'est le fait du hasard. Voilà. Je suis déjà présente pour que vous puissiez cette notion-là. Voilà, c'est de dire, si je reviens ici sur la diapositive qu'on a ici, la valeur P, si j'ai une valeur P, supposons ici de 0,0, la probabilité que la différence soit le fait du hasard, c'est 0,02, qui est assimilable à 0. Donc, le fait que ce soit lié au hasard, c'est un événement impossible, parce que la probabilité, c'est 0. Et donc, si ce n'est pas lié au hasard, alors je pense que c'est ma variable elle-même qui est à l'origine, et je vais dire une association significative entre le sexe et le devenir du patient. De l'autre côté, si par contre j'avais plutôt eu une probabilité 0,8 est pratiquement égal à 1, je vais dire dans ce cas, il y a une association, mais la probabilité que ce soit lié au hasard est quasiment égale à 1.
Donc, il y a de fortes chances que ce que j'ai observé quand j'y pense là soit le fait du hasard, comme ce qu'on a eu pour la couleur du lit plus tôt. Et là, je vais dire, il y a une association, mais elle n'est pas significative. C'est donc ça la notion de significativité. On a une valeur arbitraire qui a été choisie, celle de 0,05, telle que lorsqu'on est à moins de cette valeur-là, on dit association significative. Lorsqu'on est au-dessus, on va dire association non significative. Si j'ai pris un exemple, donc, l'âge de plus de 5 ans et le décès du patient, et on voit bien la valeur ici qui est à moins de 0,001, qui me dit clairement que plus de 50 ans augmente significativement les chances de décès que je suis en train d'étudier. Même chose qu'on a pour le type d'AVC là, où on a également valeur P1,0001 qui me dit qu'avoir une type hémorragique augmente significativement les chances de décès du patient. Donc, la significativité vient compléter l'étude d'association. La significativité vient nous donner plus d'informations sur l'étude d'association. Plutôt, on a pu simplement dire une association. Mais maintenant, on peut dire elle est significative ou elle est non significative selon la valeur qu'on aura obtenue. À côté de la significativité, maintenant, on a la force de l'association. Je vais prendre le même exemple qu'on a eu tout à l'heure. Si je regarde ici, je vois que 50 ans qu'on a là augmente les chances de décès du patient. Un type hémorragique augmente les chances de décès du patient et de manière significative avec la même valeur P. Si on se pose la question, entre l'âge de plus de 50 ans et le type hémorragique, qu'est-ce qui influence le plus le décès du patient? En d'autres termes, si on avait le choix entre avoir plus de 50 ans et avoir un type hémorragique, qu'est-ce qu'on choisirait pour voir qu'est-ce qui influence plus le décès? C'est ce qu'on va appeler la force de l'association entre les variables. Et déjà, ce qu'on ne peut pas faire pour mesurer cette force-là, c'est par exemple comparer les pourcentages que j'ai ici et ici. Si je me dis, bon, j'ai 65%, j'ai 50%, et que je m'hasarde à considérer que, OK, plus de 50 ans, on a plus de chances qu'avoir un type hémorragique. Il faut noter qu'ici aussi, de l'autre côté, on a seulement 15%, alors qu'on a jusqu'à 30% ici. Il serait vraiment difficile de se limiter à ce tableau et conclure que variable influence plus la survenue de l'événement. C'est pour ça qu'on a donc défini certains indicateurs statistiques, notamment le risque relatif quand il s'agit des études de cohorte et le odds ratio quand il s'agit des études de cas témoins ou des études transversales. Et donc, le risque relatif représente le nombre par lequel les chances, je veux dire, le nombre par lequel le risque d'avoir l'événement est multiplié lorsqu'on a cette modalité de réponse. Donc, si je dis j'ai un risque relatif de 2, par exemple, ça veut dire que ceux qui ont cette réponse-là voient leur chance de décès multipliée par 2. Si j'ai un risque relatif de 4 ou de 5, ça veut dire que ceux qui ont cette réponse ont leur chance multipliée par 4. Ici, par exemple, on voit que 50 ans, le risque relatif est de 3. Donc, les chances de décès sont multipliées par 3. On voit que le risque relatif, c'est 2,5. Donc, les chances de décès sont multipliées par 2,5 qu'on a un type hémorragique. Et à partir de là, je peux donc dire que l'âge supérieur à 50 ans a une association plus forte avec le devenir du patient par rapport au type hémorragique de l'AVC. Et je précise bien ça n'a rien à voir avec la significativité. La force de l'association, le risque relatif me dit simplement, est-ce que ça influence beaucoup ou est-ce que ça influence très peu? Et ceci va souvent dépendre de la différence que j'ai entre les deux groupes. Si on voit que j'ai 60 et 20, c'est 3 fois ce que j'ai ici. 50 et 20, ça fait juste 2,5 fois en termes de pourcentage ici. Donc, vraiment, je peux me dire que, OK, dans ce cas, le premier cas, l'association est plus forte que dans le deuxième cas. La force d'association dont je parle ne me dit pas encore si c'est le fait du hasard ou pas. Et ça, c'est la valeur P qui va juger de cet élément-là. Donc, dans l'étude d'association,
On compare les pourcentages pour savoir s'il y a association ou pas, comme on l'a déjà vu plus tôt. On calcule la valeur P pour savoir si la différence qu'on a observée est liée au hasard ou est-ce que c'est ma variable elle-même qui est à l'origine. Ensuite, on va calculer soit le risque relatif, soit le odds ratio, selon le schéma d'étude qu'on fait, pour mesurer la force de l'association. Ça me dit quelle variable influence plus à une association plus forte avec le devenir par rapport au... Et voici l'interprétation qu'on a donc du risque relatif. Vous aurez la diapositive pour pouvoir la lire. Si c'est égal à 1, on va dire qu'il n'y a pas d'association entre les deux variables. Si c'est inférieur à 1, on va dire que la variable indépendante est un facteur protecteur. Là, il y a une erreur. Là, si c'est inférieur à 1, on dit que la variable indépendante est un facteur protecteur contre l'événement. Et si c'est supérieur à 1, on va dire le risque. Voilà, ça on verra. Je vais modifier et puis vous aurez les diapositives ensuite. Mais l'élément surtout à retenir, c'est que le risque relatif, le odds ratio, me permet de mesurer la force de l'association entre mes deux variables. L'autre élément qu'on va utiliser dans l'étude d'association, c'est l'intervalle de confiance à 95%, que ce soit pour le odds ratio et pour le risque relatif. C'est un intervalle qui va accompagner ces indicateurs et qui va souvent nous aider surtout à faire une contre-vérification de la significativité. Bon, pour ceux qui voudront avoir plus de connaissances statistiques là-dessus, on pourra rentrer dans ces détails-là, même dans le groupe WhatsApp. Mais c'est surtout de dire à quoi ça va aider l'étudiant classique ou ordinaire. Ça va m'aider à savoir si mon association est significative ou pas. En général, si un appartient à l'intervalle de confiance, que ce soit le odds ratio ou le risque relatif, si un appartient à l'intervalle de confiance, ce n'est pas significatif. Normalement, la valeur P est supérieure à 0,05. Si j'ai un intervalle de confiance de 0,3 à 6, j'ai un odds ratio de 4, pardon, un intervalle de confiance de 0,3 à 6, je peux dire que l'association n'est pas significative parce qu'il y a confiance. Aussi, il y a un intervalle de confiance dans lequel un n'appartient pas, comme ce qu'on a ici, un n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Ça peut être de 0,1 à 0,6 par exemple, ou de 1,5 à 4. Il y a une association significative. Et normalement, la valeur doit être inférieure à 0,05. Voilà, c'est ça l'intervalle de confiance qui accompagne le odds ratio. On va utiliser également qu'on parle de l'étude d'association entre deux variables qualitatives. C'est surtout pour ce cas-là, on a beaucoup de parce que c'est ça qui sera le plus fréquent. Et une chose pour terminer, c'est quelques tests statistiques usuels. Voilà, le test statistique, c'est quoi? C'est pas quelque chose de si compliqué que ça. C'est une méthode mathématique qui la valeur. Je vais être là. Égale mathématique de calcul de la valeur P. Et où on a parlé de la valeur P, sachez que ces valeurs-là sont calculées grâce à un test statistique, tout simplement. Quand je dis association entre sexe et devenir du patient et que je dois calculer une valeur P, j'applique un test statistique. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas à vous de faire ce calcul-là manuellement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe encore quelqu'un au monde aujourd'hui qui fait ce calcul-là manuellement. Sauf pour ceux qui font peut-être que, je ne sais pas, des cours de mathématiques où ils doivent connaître la formule. Mais le logiciel statistique, lui, il nous fait le calcul automatique de ces tests-là. Et c'est ça l'avantage d'utiliser un logiciel d'analyse pour faire l'analyse des données. Cependant, je dois savoir quel test statistique j'utilise dans quel cas. Comme on le verra dans les cours à venir sur l'utilisation de logiciels, précisément SPSS, c'est moi qui dis à la machine quel test il doit faire. Et pour ça, je dois savoir quels sont les tests statistiques qu'on utilise pour chacune des situations qu'on aura dans l'étude d'association. Ça me permet de calculer la valeur P dans chacune de ces différentes situations-là. Par exemple, quand j'ai affaire à deux variables qualitatives, on va utiliser ce qu'on appelle
lorsque j'ai deux variables, sexe, devenu du patient, ou bien même si ma variable quantitative est convertie en catégorie et que je dois calculer les effets, c'est le test de qui carré que j'utilise. Si j'ai une variable qualitative et une variable quantitative, je dois comparer soit les moyennes, soit les médianes entre les groupes, comme on l'a vu. Si je compare les moyennes, j'utilise ce qu'on appelle le test de Suden. Si j'utilise les médianes, je vais utiliser ce qu'on appelle, si je compare les médianes, pardon, j'utilise le test de Mann-Whitney ou Mann-Whitney-Wilcoxon pour comparer les médianes entre les groupes. En fait, pour calculer la valeur P qui juge de la significativité de l'association que j'ai en face de moi. Et là, j'ai précisé que plusieurs centaines de tests statistiques existent. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à connaître tous les tests qui existent. Moi, non plus, je ne sais même pas quels sont tous. Il faut savoir à chaque cas quel est le test statistique qui va m'aider à dire si l'association significative ou pas, à dire quelle est la valeur P dans ce cas-là. Voilà. Et je pense que c'est sur ce point donc un exemple de tableau qu'on s'attend à avoir lorsqu'on parle d'une étude. Donc, si je dois avoir un tableau où j'ai mes variables indépendantes, si je dois avoir une ou plusieurs variables indépendantes, et j'ai ma variable dépendante là, comme on l'a dit, de avoir juste deux modalités de réponse. Ensuite, j'ai une case où je mets le odds ratio. On l'a ici, je mets le odds ratio avec l'intervalle de confiance à 95%. Et enfin, je mets la valeur ici jugée de la significativité. Lorsque j'aurai ces tableaux dans mon plan d'analyse statistique, ça permettra au moment de l'analyse des données donc, de faire les calculs qui correspondent à ces différentes situations, d'avoir tous ces indicateurs dont on a besoin ici et de pouvoir interpréter donc pour dire clairement quels sont les facteurs qui sont associés à la variable dépendante qu'on étudie et dont on pourra atteindre l'objectif de recherche qui est celui de rechercher ou d'identifier les facteurs associés à un devenir particulier. Et sur ce, je vous remercie donc pour votre assiduité et pour le calme dont vous avez fait preuve lors de cette présentation. Merci. Voilà.